Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Demain matin, ma fille part en classe de neige. Bon, en fait, elle part dans le Massif central et je dois reconnaître que quand j'ai appris ça, je me suis dit, elle va surtout visiter des fromageries plutôt que faire ses premiers pas en ski. Parce que de la neige en moyenne montagne, c'est très loin d'être garanti. Évidemment, de mon point de vue, c'est beaucoup plus excitant et intéressant de parcourir des caves à fromage que de glisser sur les pistes. Moi, j'ai toujours été très nul en ski et très fort en raclette. N'empêche, même si ma fille est ravie de partir avec tous ses copains, cette classe de neige m'a forcé à me demander si ça valait encore le coup d'apprendre à des enfants de 10 ans à skier dans un contexte de réchauffement climatique. D'ailleurs, dans la station où elle part, cette année, il n'y a que de la neige artificielle et 6 pistes seulement sont ouvertes sur 25. Est-ce que tout ça sert à quelque chose alors que beaucoup de stations françaises ont de moins en moins de neige, voire que pour certaines, elles commencent à fermer ? Le ski est une activité frappée de plein de manières par le réchauffement climatique. D'abord, le secteur doit s'adapter aux nouvelles conditions du climat parce qu'on sait déjà que l'enneigement va diminuer. Mais dans le même temps, le secteur doit repenser son modèle qui a un impact très lourd sur l'environnement. Les promoteurs construisent encore des centaines de logements de vacances en montagne, les stations utilisent de précieuses ressources en eau et tous les fanas de ski brûlent des tonnes d'énergie fossile pour venir, parfois de très loin, profiter des Alpes françaises. Comment le changement climatique va-t-il transformer le ski et son économie ? Faut-il renoncer à glisser sur les pistes vertes ? Comment adapter les stations de ski à la nouvelle donne climatique ? Voilà ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de Chaleur Humaine. Loïc Giacone est spécialiste de l'adaptation au changement climatique et doctorant sur les territoires de montagne à l'université de Lausanne. Il a par ailleurs travaillé dans l'industrie des sports d'hiver et a été journaliste spécialisé dans ce domaine. Cet épisode est d'ailleurs enregistré à distance avec la Suisse, ce qui explique que le son que vous entendez aujourd'hui n'est pas le même que d'habitude dans le studio du Monde dans lequel nous enregistrons Chaleur Humaine. Bonjour Loïc Giacone. Bonjour. Alors si on commence par le début, c'est quoi l'impact du changement climatique sur la neige en montagne, sur l'enneigement ? Puisque pour faire du ski, il faut bien de la neige. Eh bien, on a déjà un problème d'enneigement, c'est-à-dire qu'on sait que l'enneigement diminue en montagne en raison du changement climatique sur les 20 ou 30 dernières années au moins. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort à basse et moyenne altitude. Donc c'est les domaines qui sont à cette altitude-là, ou en tout cas le bas des domaines qui est le plus impacté. À haute altitude, on remarque moins d'évolution pour l'instant. Parce que ce qui se passe, c'est que les températures, en augmentant, même si les précipitations restent à peu près en moyenne sur plusieurs années constantes, font remonter la limite plus neige, qu'on appelle aussi ou isotherme 0 degré. Donc l'enneigement, il diminue à ces altitudes-là et il diminue en termes saisonniers également. Il est plus court parce que la saison commence plus tardivement, la neige arrive plus tard. Avant ça tombe sous forme de pluie. Et au printemps, avec les températures plus élevées, le manteau neigeux, ils font plus vite. Alors ça, c'est l'impact aujourd'hui, mais est-ce qu'on sait comment ça va se traduire dans les décennies qui arrivent ? Est-ce qu'en fait, on a une image à peu près claire des hivers du futur ? Grosso modo, ce qu'on disait juste avant sur les impacts de changement climatique sur les stations de ski, sur l'enneigement en particulier, tout ça, ça va continuer et s'intensifier. Donc dans l'avenir, ce qu'on sait, c'est qu'on aura de plus en plus d'hivers peu enneigés et de moins en moins d'hivers bien enneigés. Ça n'exclut pas qu'il n'y ait pas un gros hiver un de ces jours, mais ce sera de plus en plus rare. Ensuite, on va avoir donc ce manteau neigeux qui va continuer à être en moyenne plus court dans la saison, moins épais à basse et moyenne altitude. Et ça va s'intensifier au cours du siècle. À partir de 2050, la mesure dans laquelle ça va s'intensifier dépendra du scénario d'émission qu'on suivra. Donc ça, on a en gros une tendance qui est à peu près la même selon les scénarios jusqu'à 2050. Et ensuite, ça diverge selon ce qu'on fait, nous, en tant que société humaine, et selon les émissions de gaz à effet de serre futures. Bon, je comprends bien que la neige va manquer sur les massifs montagneux certains hivers et de plus en plus d'hivers d'ici la fin du siècle. Mais si on traduit ça en ski, en pratique du ski, qu'est-ce que ça donne ? Parce que des stations de ski, il y en a beaucoup et on en trouve dans tous les massifs montagneux, même si c'est beaucoup dans les Alpes. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est le fait que les stations de ski en France, c'est très hétérogène. On calcule la fréquentation d'un domaine skiable en journée skieur. C'est-à-dire une personne qui fait du ski une journée ou qui fait 6 jours si c'est un séjour. Et on cumule ça pour chaque station, puis on cumule à l'échelle d'un pays. Et en France, on sait qu'on fait autour de 50 millions de journées skieurs. On est dans le top 3 mondial avec l'Autriche et les États-Unis. On est vraiment à la pointe du ski dans le monde. Et en France,
Cette répartition des journées skieurs, elle est vraiment très hétérogène. On a les Alpes qui pèsent énormément. Elles se divisent entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. On va dire qu'Alpes du Sud, c'est Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Provence, tandis que Alpes du Nord, c'est Isère, Savoie, Haute-Savoie. Et les Alpes du Nord pèsent à elles seules 70%, à peu près, ou 75% des journées skieurs à l'échelle française. Et en particulier, la Savoie pèse 40% à elle toute seule. Parce que la Savoie, c'est tous ces gros domaines qu'on connaît, les Trois-Vallées, Val Thorens, Courchevel, Méribel, les Ménuires, la Plagne, Tignes, Val d'Isère, les Arcs. Et ça, c'est énorme. L'essentiel du gros du business du ski en France se fait là, plus quelques gros domaines en Haute-Savoie, les quelques gros domaines d'Isère, donc Alpes d'Huez, les deux Alpes, Champs-Ros, les Sept-Lots, un peu taille moyenne. Et après, dans les Hautes-Alpes, on a le gros domaine de Serre-Chevalier, on a les Ors, Sierre-Narlette, quelques gros domaines. Et avec tout ça, déjà, on fait l'essentiel du marché du ski et ce sont des domaines qui sont à haute altitude. La plupart d'entre eux ne sont pas menacés directement par le changement climatique au niveau de l'enneigement à courte échéance. On parle plutôt de la deuxième moitié du siècle, excepté ceux qui descendent vraiment très bas. Et par contre, les autres domaines qui sont plus menacés par le changement climatique, donc on va parler des Vosges, du Jura, du Massif central, eux, respectivement, chacun, c'est 2% des journées skieurs. Donc ça fait 6%. Et c'est 8% les Pyrénées, si je me souviens bien des chiffres. Donc malheureusement, l'essentiel des stations de ski qui sont menacées, ça pèse une petite part du business du ski. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment bien comprendre. Quand on dit oui, le ski c'est fini, bah, effectivement, c'est fini dans certaines stations de basse altitude, mais pendant ce temps, les grosses usines de la Tarentaise tournent à plein régime. Et là, elles ont fait des vacances de Noël qui sont sûrement parmi les meilleures qu'elles aient pu faire. Elles ont eu des chutes de neige au début, ensuite elles ont eu du beau temps. Ça devait être impeccable. Mais comment elles font les stations pour savoir les risques auxquels elles sont confrontées précisément? Comment elles font pour se rassurer ou évaluer leurs chances de continuer cette activité pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Parce qu'on se doute bien que les professionnels des sports d'hiver, ça les intéresse au premier plan de savoir combien de temps leur activité elle peut continuer, non? Oui, et en fait, les chercheurs qui ont fait les projections climatiques à l'échelle de la France, ensuite ont développé un modèle qui s'appelle ClimSnow, qui est c'est plus qu'un modèle, c'est un produit vendu aux stations de ski, c'est un service climatique, un partenariat public-privé. Ça permet de voir à l'échelle des stations en 3 dimensions, en fonction de l'orientation de la station, de son altitude, etc., l'évolution de l'enneigement futur à court terme, moyen terme, long terme. On leur dit voilà un hiver moyen, ce que c'est, voilà ce que c'est votre Q20, c'est le quartile 20, donc les 20% d'hiver les plus mauvais. Et ensuite, on leur projette dans le futur l'évolution de la fréquence de ces hivers mauvais actuels. Et ça leur permet d'avoir à peu près une idée de l'enneigement, comment il évolue. Et ensuite, il leur donne également, sur le domaine skiable, pour toutes les pistes et même en dehors, l'évolution de l'enneigement naturel et de l'enneigement artificiel sur les pistes, parce qu'ils arrivent à modéliser l'effet des canons à neige et du damage. Et on voit, les résultats sont avec une plage de couleurs qui représente le nombre de jours où il y aura une exploitation possible en moyenne à une période donnée. C'est ce qui permet de savoir si une station, même avec de l'enneigement artificiel, elle pourra fonctionner ou pas à une certaine échéance. D'accord, et c'est quoi les résultats? Combien de stations ont conclu qu'elles n'avaient pas d'avenir ou presque pas d'avenir? Je ne sais pas combien exactement, mais plusieurs dizaines de stations de ski ont fait faire cette étude par ClimSnow. Peu l'ont rendu public. Métabier a été la première à le faire. Métabier, c'est une station qui est située dans le Jura et qui est plutôt à basse, je ne pourrais même pas dire moyenne altitude. Le front de neige est à 900 mètres et le sommet à 1400 mètres de mémoire. Et elle a appuyé sur sa décision de transition et de fermeture dessus, donc elle l'a rendu public, elle a montré ce qui avait été fait, les résultats et pourquoi elle faisait ça. Mais parmi les dizaines, je sais qu'il y a des dizaines, peut-être même une centaine d'autres stations qui ont fait faire cette étude-là. Peu l'ont publié, j'en ai trouvé que 3 ou 4. Et moi, je déplore que ce ne soit pas rendu public parce que concrètement, c'est des décisions de territoire. Tout le monde devrait y avoir accès. Ça a été souvent payé avec de l'argent public. C'est pas tant que ça plairait pas aux populations parce qu'en vrai, ce qu'on voit comme résultat, c'est que autant à Métabier, effectivement, la station elle est plus ou moins condamnée à assez court terme, à une échéance 2030-2035. Moi, je considère que c'est plutôt du court terme. Mais il y a plein d'autres stations pour lesquelles les résultats sont pas les mêmes parce qu'elles sont beaucoup plus hautes, parce qu'elles sont orientées nord, etc. Dans le coin que je connais, moi je viens des Hautes-Alpes, il y a quelques stations qui sont menacées à court moyen terme parce qu'elles sont orientées sud notamment, ou qu'elles sont à basse altitude. Mais les autres, les grandes stations, ce qu'on voit dans les résultats, c'est que le haut du domaine est peu impacté à échéance milieu de siècle. Par contre, le bas du domaine, soit il va falloir remonter un peu le front de neige, soit il va falloir faire des installations de neige artificielle pour pouvoir tenir. Et du coup, ces stations s'en servent actuellement pour justifier, se servent des résultats de ce travail de ClimSnow pour justifier des investissements de neige artificielle.
avec des études qui ne sont pas souvent rendues publiques, voire pas rendues publiques. J'imagine bien que face à ces modélisations, en fait, face à ces résultats-là, une station, elle peut se dire, si je sais que j'aurai pas suffisamment de neige dans les années qui viennent, je vais investir dans des canons à neige, dans de la neige artificielle. Est-ce que ça, en fait, c'est une réponse que font certaines stations à ce que sont déjà des conséquences du changement climatique ? À la base, l'enneigement artificiel, on l'a développé plutôt pour pallier ce qu'on appelle la variabilité interannuelle de l'enneigement. Donc ça, c'est le climat, naturellement. Chaque année, il n'enneige pas les massifs de la même façon. Et d'une année sur l'autre, on peut avoir des fortes variations. Ce qui fait que pour une entité qui dépend de ce matériau qui est la neige, on avait envie de se pallier contre cet aléa à la suite de quelques hivers vraiment très mal enneigés, fin années 80, début 90, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, dans les années plutôt 2000-2010, on commence à se dire qu'en même temps, ça permet aussi de pallier le changement climatique, puisqu'on a cet enneigement qui diminue en station. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution ? Ça, c'est compliqué. On a des papiers de recherche qui se penchent sur le sujet, un notamment qui pose directement la question de est-ce que la neige artificielle est une maladaptation ? Donc une adaptation qui ne fonctionne pas bien et qui pourrait à terme augmenter la vulnérabilité ou l'exposition de l'entité qu'on a cherché à adapter, et qui répond grosso modo que c'est contexte dépendant. Ça dépend du pays où on est, ça dépend du secteur, comment il est structuré, ça dépend de la station qu'on regarde, de son altitude, des seuils chauds d'investissement, etc. Enfin, on a quand même du mal à se dire qu'une technologie qui utilise beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie, c'est une super solution d'adaptation au changement climatique, puisque, en fait, ça, on va en avoir besoin pour d'autres usages. Oui, en fait, alors concrètement, pour faire de la neige artificielle, donc il faut effectivement de l'eau, il en faut pas mal, il faut de l'énergie, il en faut pas mal, il faut creuser dans le sol des canalisations, il faut installer des enneigeurs, des canons à neige. Il faut creuser des retenues collinaires pour avoir de l'eau à disposition. Donc on a un impact écologique qui est loin d'être nul. Et c'est une question plutôt de dans quel cadre se fait cet investissement. Est-ce qu'on met 1 ou 2 canons à neige pour tenir le temps de faire une transition du domaine skiable, par exemple pour aller vers d'autres activités ? Je pense à ça parce que c'est un peu ce qu'a fait Métabier, la station de ski, qui est souvent mis en exemple parce qu'elle a mis en place un plan de transition à moyen terme vers une fermeture de la station, parce qu'ils savent qu'à partir des années 2030, 2035, elle sera plus viable. Donc eux, ça ne les a pas empêchés de modifier un petit peu leur équipement de neige artificielle pour pouvoir tenir jusqu'à cette échéance. Ou alors, est-ce qu'on se voile la face, on se dit juste, on met des canons à neige, et puis voilà, et on ne réfléchit pas à un plan de transition de la station. Dans un cas, on a quelque chose qui est plutôt de l'adaptation pour moi, et dans l'autre, on a quelque chose qui est plutôt de la maladaptation. Mais est-ce que ça risque pas d'aggraver le bilan environnemental, l'impact environnemental des stations de ski ? Est-ce que, en fait, avec des canons à neige, cette activité, elle peut continuer longtemps ? En termes d'énergie, ça pèse un petit peu, mais c'est pas non plus le plus gros du problème, surtout que c'est en France, comme on a une production électrique décarbonée et que c'est majoritairement par là que ça fonctionne. En termes de gaz à effet de serre, c'est pas significatif. En termes d'eau, il faut aller regarder à l'échelle de chaque bassin versant. Il y a des stations où ça va être peut-être plus compliqué que d'autres. On a des travaux qui nous montrent qu'à l'échelle d'un bassin versant, c'est pas non plus très très important. On parle de quelques pourcents d'utilisation de l'eau. On a d'autres travaux qui nous montrent que dans le même temps, plus des travaux socio-économiques, ça crée une dépendance au sentier. Ça veut dire qu'on s'engage dans une voie et on va avoir du mal à en sortir plus tard parce qu'on crée des effets de dépendance sur la technologie qu'on déploie, qui peut empêcher la remise en question du modèle et la nécessaire redirection, en tout cas le pivot qu'il y a à faire à l'échelle de la station ou du territoire même sur les activités. Sachant que ce qu'il faut comprendre et que j'ai pas encore dit, c'est que les canons à neige actuels fonctionnent qu'à une certaine température. Donc si les températures se réchauffent, on ne pourra plus produire de neige de cette façon-là. C'est pour ça qu'à Métabier, par exemple, ils savent qu'il ferait un moment de domaine skiable, parce que même si on a des canons à neige, ils sont trop bas en altitude et ils ne pourront pas produire. Les plages de froid nécessaires pour produire de la neige ne seront pas suffisantes. Donc avec tout ce qu'on a dit, moi je comprends bien qu'en fait il y a des problèmes qui sont un peu inéluctables qui se posent pour les stations de ski, et l'impression que ça donne, c'est qu'un certain nombre d'entre elles font comme si de rien n'était. Alors peut-être les stations, peut-être les skieurs aussi. À quoi est-ce que c'est dû ? Est-ce que c'est d'abord une question économique parce que changer c'est beaucoup trop difficile, ou est-ce que c'est parce que culturellement on s'est tellement habitué dans certains de ces territoires à vivre du ski qu'en fait on n'envisage pas de faire autrement ? Tout d'abord, pour faire l'avocat du diable, les domaines skiables diraient qu'ils ne font pas rien parce qu'ils ont fait une liste d'une dizaine ou d'une douzaine d'éco-engagements il y a quelques années. Ils ont acté qu'ils visaient la neutralité carbone, je crois, en 2037, ce qui est plutôt que l'objectif français. Alors, c'est le périmètre du domaine skiable, hein, c'est juste les remontées mécaniques et les motoneiges, les dameuses. C'est pas la station au sens large, plus quelques autres engagements. Donc,
Il y a des choses qui se font. Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce qu'on devrait faire pour le climat? J'en doute fortement. Mais il n'y a personne qui est allé vraiment évaluer ça comme le ferait le Conseil pour le climat à l'échelle du pays. Donc il se passe des choses, mais c'est vrai qu'il y a quand même de nombreuses stations où pour l'instant on continue le business comme en 40, et en particulier après le Covid. Ils se sont pris la crise de la Covid en pleine tête, les stations de ski. Derrière, ils se sont pris une crise énergétique qui les a aussi impactés fortement. Et depuis, on a un petit discours de temps en temps de bon, ça va, on a pris cher, laissez-nous faire un peu notre business maintenant, ça suffit avec ces histoires de climat. De toute façon, vous passez votre temps à dire qu'il n'y a plus de neige, alors que nous, on fait nos meilleures saisons records depuis la reprise, là. Donc, le business du ski fonctionne et tourne et fait son 10 milliards de chiffre d'affaires évalués chaque année, quoi. Ça, c'est une réalité que je pense que pas mal de gens qui ne sont pas dans la montagne ne se rendent pas compte, mais c'est loin d'être fini encore, le ski. Ça va bientôt finir pour des petites stations de basse et moyenne altitude qui sont nombreuses en nombre absolu, mais qui ne représentent pas énormément par rapport au business de l'industrie du sport d'hiver à l'échelle de la France. Oui, mais parce que tout à l'heure, donc, on a évoqué la station de Métabier, qui est dans le Jura, et qui a déjà engagé un plan de transition. Et vous disiez, c'est plutôt l'exception que la règle, mais c'est aussi pas toujours une réussite. C'est-à-dire qu'on comprend aussi que même quand on est dans la difficulté, bah en fait, aujourd'hui, on continue de gagner de l'argent avec le ski. Troquer ça pour un autre modèle qu'on connaît pas forcément et qui n'est pas rémunérateur, bon, bah, en fait, c'est un équilibre qui est pas évident. Et pour une station de ski qui est un peu plus haut, qui se dit, bon, bah, j'ai encore de la neige, bon, bah, je vais profiter, entre guillemets, de ce que j'ai maintenant, plutôt que renoncer et construire une trajectoire. Mais ça, est-ce que ça met pas, du coup, en danger? Parce que on risque pas de se retrouver dans une situation où un certain nombre de stations vont pas prendre de décision suffisamment tôt et vont se retrouver dans le mur à un moment donné. Exactement. Personnellement, ma plus grande crainte, c'est qu'on n'agisse pas dès maintenant à mettre en place des réflexions puis des plans de transition pour des territoires qui sont fortement dépendants de l'activité ski, et qu'on ait de plus en plus de situations difficiles. Je pense notamment à l'Alpe du Grand Cerf à l'automne dernier, qui a fait pas mal parler. Donc l'Alpe du Grand Cerf, ça se situe en Isère, pas très très loin de Grenoble, en direction des Hautes-Alpes, où on avait une fermeture liée à une décision de la communauté de communes qui finalement a donné un an de sursis, mais on a failli avoir une station plutôt de taille moyenne sur le carreau, alors qu'il y a de la neige, hein, ça skie, quoi. C'est pour ça que je précise à chaque fois, mais la fermeture d'une station, c'est pas juste d'un coup il y a peu de neige, on arrête, on ferme, ça marche pas comme ça. Le climat marche pas comme ça et les stations ne marchent pas comme ça. Donc, pour éviter des situations de ce type-là, il faut y anticiper dès maintenant. Et c'est pas fait encore partout, loin de là, je dirais. C'est fait dans des endroits, il y a des petits exemples, il y a des petites choses qui se font. Métabier était un précurseur, clairement, qui a mis en place quelque chose qui était vraiment innovant à l'époque, en 2020, et mis en exemple pour ça. Mais là-bas, ce qui se passe, c'est aussi le jour de la transition. C'est 2 années difficiles après le Covid. Enfin, Covid plus crise énergétique, plus hiver, et par-dessus tout, hiver peu enneigé. Donc, on a une station qui est dans le rouge et qui a décidé, elle sait qu'elle va fermer dans une dizaine d'années, un peu moins maintenant, mais qui a dû, l'automne dernier, fermer un secteur entier qui reprend 30% de son domaine skiable, et qui a annoncé ça au dernier moment aux socio-professionnels qui se sont retrouvés sur le carreau pour l'hiver. Donc, c'est à la fois un exemple, à la fois ça montre la difficulté de ce qui se passe en station de ski, tout comme donc l'Alpe du Grand Cerf qui est en sursis, et d'autres encore. Si je comprends bien, il y a environ 10 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects qui sont liés à l'économie du ski. Donc en fait, ça fait beaucoup de monde. Comment ça se passe quand le ski s'arrête, par exemple dans une petite station? Est-ce qu'on sait mesurer cet impact? Et on imagine bien que ça, bah, c'est un frein important, même pour les gens qui ont conscience du fait que le ski n'a pas forcément d'avenir dans leur station. Bah, en fait, si c'est des emplois qui risquent d'être perdus, bah, on comprend que c'est une grosse limite au changement. Ben, c'est quelque chose sur lequel on a peu d'infos, en tout cas peu de papiers scientifiques, parce que c'est dur à explorer. Ce qu'on commence à avoir, c'est des cas concrets, malheureusement, puisqu'on a des régions où il y a des stations de ski de taille petite et bientôt moyenne qui ferment. Donc on se rend compte qu'il y a une espèce de microcosme économique qui fonctionne en partie autour du ski. On a des familles entières qui dépendent de ce revenu qui est condensé sur ces périodes, parce que finalement, quand on dit le ski, la saison d'hiver, c'est surtout Noël, donc 2 semaines, et février, 4 semaines, et qui dépendent énormément des revenus qui arrivent sur cette période-là. Beaucoup de ces gens travaillent en double activité. La plupart, ils sont moniteurs de ski ou pisteurs secouristes en hiver ou restaurateurs. Et en été, ils ont peut-être une autre activité. Je pense surtout aux pisteurs et aux moniteurs. Ils vont être dans le tourisme aussi pour beaucoup. Il y en a qui sont agriculteurs et moniteurs. Et ils ont besoin de ce revenu l'hiver. Leur équilibre fonctionne là-dessus. Donc ça impacte fortement des familles. On a une espèce de trauma de fond en montagne et en France, mais aussi je le vois ici aussi en Suisse, qui est que
Si on regarde les courbes de population sur un siècle et demi, 2 siècles, on s'en rend compte. On avait une déprise agricole très très forte fin 19e, début 20e siècle. Donc on avait des régions qui étaient en déperdition, en dépopulation d'habitants. On avait un exode rural assez important. On avait des gens qui partaient vivre aux États-Unis, au Mexique, depuis les Alpes, parce que c'était une vie misérable. Ici, il y a des gens qui ont vu des documentaires sur ces époques-là, on le voit assez bien. Je pense notamment à celui qui est sorti récemment sur Chaudun dans les Hautes-Alpes, où les habitants ont vendu le village à l'ONF pour partir parce qu'ils étaient dans une situation vraiment très difficile fin 19e siècle. Et donc début 20e siècle, on a cette déprise agricole et cet exode rural, 2 guerres mondiales. Et on est dans cette configuration-là en montagne quand le ski commence à se développer, courant années 30, 40, 50. Et d'un coup, le ski sauve des vallées entières. Vraiment, c'est ça qui s'est passé. D'une manière très, très discutable, on a bien vu comment l'immobilier et comment tout a été bétonné, etc. Mais ça a fait que des endroits qui étaient en train de devenir vraiment difficiles à vivre ont pu rebondir. Donc on a cette mémoire collective pour les familles qui sont de là-bas. Parce que ça, c'est nos grands-parents, en tout cas de mon âge, j'ai 34 ans. C'est la génération de nos grands-parents qui ont vécu ça quand même. Oui, mais comment on fait justement pour dépasser ça ? Parce que, évidemment, une des alternatives dans la transition, c'est de dire on va se transformer en station plutôt de sport toute l'année, faire du VTT, de l'escalade, des randonnées en peau de phoque. Mais c'est assez difficile d'imaginer que des stations de ski qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent avec l'économie du ski, avec les forfaits, avec la location des skis, etc., etc. Soudainement, elles vont toutes devenir un peu les reines du tourisme vert et qu'il y a une économie suffisamment forte pour soutenir l'activité dans toutes les stations qui se convertiraient. Oui, le ski est une activité intensément capitalistique au sens où ça demande des gros investissements et beaucoup d'argent pour tourner, et ça en rapporte beaucoup. Et on a du mal à trouver une activité qui va en rapporter autant. Donc, un des blocages de la transition, à mon sens, c'est celui-ci. Et c'est aussi le manque de prise de conscience de ce que peuvent rapporter un panel d'activités. On a des gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont montré que, je pense notamment au doctorant, enfin il est plus doctorant, il a fini, mais Yann Bornier qui a travaillé sur ce qu'il appelle le tourisme diffus. Lui et Philippe Bourdeau ont travaillé là-dessus dans le Kera. Et il montre qu'il y a tout un petit panel, un petit ensemble d'activités autres que le ski qui finalement, mises ensemble, rapportent quand même pas mal. Donc on a des pistes plutôt positives à ce niveau-là. La chose, c'est que le ski, c'est une activité sur laquelle on arrive facilement à chiffrer ce qu'il fait, qui est défendue par une chambre professionnelle. Et on a l'impression que rien ne pourra le remplacer. En termes touristiques, ça reste difficile. Par contre, en termes d'activité à l'échelle d'un territoire, c'est plus faisable. Par contre, ça demande une discussion entre de nombreux acteurs. Et c'est ça qui bloque aussi. Quand tout à l'heure, vous me demandiez sur les blocages, sur le pivot ou la redirection d'une station de ski, ce que je pense que peu de gens comprennent, c'est ce que c'est une station de ski. Une station de ski, c'est une gouvernance complexe. C'est à la fois une commune qui donc délègue l'exploitation souvent à un privé qui va être ce qu'on appelle le domaine skiable, mais on a aussi des socioprofessionnels qui divers et variés. On a des gens qui font de l'immobilier, des hôteliers, les écoles de ski, des loueurs, des restaurants. Et il faut que tout ce monde-là, un office du tourisme, se mette ensemble, discute et s'accorde pour pouvoir prendre un virage. Et ça, c'est pas facile. Mais le développement du ski, il ne s'est pas fait par la volonté du Saint-Esprit. Il s'est fait aussi parce qu'il y a eu une volonté de l'État à un moment donné de massivement développer des constructions en montagne, qu'il y a eu un plan neige, qu'il y a eu des classes de neige organisées, etc. Tout ça était un plan. Il y a un écosystème du ski qui s'est créé avec beaucoup de soutien public. Et donc, on pourrait penser qu'aujourd'hui, pour faire cette transition-là, ce qui compterait, ça serait aussi d'avoir un soutien public qui permette d'accompagner cette transition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Est-ce que les acteurs locaux, régionaux, ils continuent de financer le ski tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il sera demain ? Au niveau de l'État, on a eu quelques éléments dans le plan de relance post-Covid où on avait des réflexions intéressantes sur, je crois que c'était le plan Avenir Montagne, si je me souviens bien, pour pousser à la transition de domaine skiable. Mais ça reste assez léger. Et après, au niveau régional, sur les régions sud et les régions Rhône-Alpes, qui sont celles qui gèrent un maximum de domaines skiables à l'échelle française, on est plutôt sur le soutien fort à l'enneigement artificiel notamment et au business as usual. Franchement, on peut le dire comme ça, en tout cas pour ce qui est de la région Rhône-Alpes. Sur les différents plans neige des 10 dernières années initiés par Laurent Wauquiez, c'était un soutien en millions, voire dizaines de millions à l'enneigement artificiel. Et pas grand-chose sur la redirection, ou en tout cas la transition des stations où c'est nécessaire. Pourtant, il y en a en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les massifs de la Chartreuse et du Vercors sont menacés à plutôt court et moyen terme, et ils le savent. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est que le nombre de Français qui skient, il est en fait relativement restreint.
on estime que les gens qui vont vraiment en vacances au ski, qui dorment là-bas, c'est à peu près 8% des Français, donc ça c'est quand même une petite minorité. Est-ce que c'est pas un peu risqué, même d'un point de vue économique, pour une station de ski, de se dire cette petite minorité, elle va continuer à venir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors que tout l'environnement va changer autour? Oui, complètement. C'est un truc qu'on a du mal encore à faire comprendre parce qu'on n'a pas de données là-dessus, parce que c'est juste dur à projeter. Mais quelle va être l'évolution de la demande pour faire du ski dans les prochaines décennies? C'est une énorme inconnue. Pour l'instant, les domaines skiables justifient des investissements en disant on aura encore quand même de la neige en altitude, on a quand même de l'eau malgré tout ce que disent les écolos, etc. Ils vont bientôt le justifier par des études aussi, c'est en cours. Mais par contre, quelle va être la vision du ski des gens dans un monde qui se réchauffe? Quelle va être la demande pour pratiquer du ski de plus en plus souvent sur des conditions difficiles, donc sur des pistes de neige artificielle, mais de l'herbe, en tout cas en bas? Ça, on n'en sait absolument rien. Personne n'en sait rien et c'est un vrai risque. Surtout qu'on a vu récemment avec, on va dire, une double crise, la pandémie puis la crise énergétique, que le ski reste dépendant de ce qui se passe dans le reste du monde. Le ski il est dépendant des flux de personnes qui montent en montagne pour skier. Donc si ces personnes ne peuvent plus venir, je pense à la pandémie, ou ont de moins en moins les moyens de le faire, ou parce qu'il y a des réglementations qui sortent et qui mettent un prix sur le carbone, et donc ça contraint les déplacements, je sais pas, je dis ça... En tout cas, il peut se passer des choses qui influent les conditions socio-économiques de la pratique du ski, grosso modo. On sait aujourd'hui que c'est les personnes les plus favorisées, qui ont les moyens de le faire, mais est-ce que ça continuera comme ça pendant des décennies, dans un monde qui va vers 1,5 degré dans les années 2030, vers 2 degrés peut-être dans les années 2050? C'est pas dit, on aura une augmentation de tous les impacts qu'on connaît déjà. Ça, c'est la grande inconnue pour le coup. Et donc, les stations de ski, elles pensent encore, je trouve, beaucoup trop, surtout celles qui sont à altitude, juste enneigement. Genre, il y a que ça qui compte, et s'il y a de la neige et qu'on a des canons, tout ira bien. Mais les personnes qui viennent dans leur station, leur venue dépend pas que de ça. Alors si on réfléchit maintenant à quelles seraient des voies de transition pour s'adapter à cette nouvelle donne climatique, finalement, qu'est-ce que pourrait faire une station qui prendrait les choses par le bon bout? En fait, ce qu'on regrette souvent dans les milieux, on va dire, un peu engagés sur les questions écologiques, environnementales et climatiques par rapport aux stations de ski, c'est le manque de réflexion à l'échelle du territoire. Aussi bien, par exemple, juste sur les gaz à effet de serre, on a un problème qui est que les domaines skiables, eux, ils gèrent les remontées mécaniques et les dameuses. Et quand on leur dit, mais oui, mais le transport, c'est 60 ou 80% des émissions de la station de ski, ils disent, bah oui, mais c'est pas de notre ressort. C'est les gens qui viennent et c'est à eux de acheter un SUV électrique ou de, je sais pas, de venir autrement, prendre le train. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on ait plus de prise en compte de cela dans les stations pour maximiser le fait de pousser les pouvoirs publics à prendre ça en main pour permettre de développer des solutions décarbonées de transport dans les régions de montagne, en poussant évidemment aussi les gens à le faire, mais c'est les gens à leur échelle, ça risque d'être tout de même assez compliqué de, par exemple, revoir l'urbanisme, revoir la stratégie de transport d'un département. Par contre, tous peuvent pousser les pouvoirs publics à le faire. Et à leur échelle, tout de même, les gens peuvent venir en train ou au moins venir avec une voiture électrique, outre passer à l'électrique s'ils vivent en montagne. Mais c'est vrai que ça, on n'a pas parlé du bilan carbone à l'échelle d'une station de ski, mais quand on prend donc à l'échelle de la station, c'est-à-dire les gens qui y vivent, les gens qui y viennent et qui skient, on sait que le transport, c'est vraiment le premier et le plus gros poste. C'est 60 à 80% des émissions selon comment on compte. Ensuite, on a un peu le logement, un peu l'alimentation, et puis le domaine skiable au sens strict, c'est-à-dire les dameuses et les remontées mécaniques, c'est 1 à 2%, quoi, selon les évaluations. Il y a quand même des exemples de stations qui font ce travail de réflexion, et même en haute montagne. Par exemple, la station de Tignes, on en avait parlé dans une série du Monde sur l'adaptation au changement climatique. Le glacier de Tignes fond, et donc ils ont décidé de dire, en fait, il faut qu'on réduise notre activité de ski toute l'année. Qu'est-ce que c'est la recette d'une station de ski qui dit, ok, on accepte la réalité de ce qui est en train de se passer, et on prend notre destin climatique en main. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette station? Parmi les exemples intéressants qu'on a, on a Tignes qui a donc mis en place des concertations citoyennes pour discuter de l'avenir du domaine skiable, parce que tout d'abord, il fallait dire aux gens, en fait, le glacier, ils feront plus vite que ce qui avait été modélisé il y a quelques années. Donc, l'exploitation du glacier, c'est bientôt fini. Le changement climatique, il est là. Il va se manifester de telle et telle et telle manière. Il impactera comme ça nos vies, nos activités. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait à propos de ça? Qu'est-ce que vous penseriez qu'il faudrait faire? Donc,
Je trouve que ça, vraiment Tiny, je trouve intéressant ce qui s'y passe. Ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut pas dire que ça va marcher, etc. Mais en tout cas, actuellement, ça fait partie des initiatives intéressantes parce que c'est une grosse station de haute altitude qui prend les choses en main. Donc je continue de regarder de assez près ce qui s'y fait. Et de l'autre côté, on a l'exemple de Métabier qui est intéressant aussi. Cette fois-ci, l'initiative venait à la base du syndicat mixte, donc de l'exploitant du domaine skiable, qui, en voyant les données de terrain remonter, c'est-à-dire on a des pisteurs nivologues, des nivologues, qui sont ceux qui s'occupent de la neige artificielle, qui leur disaient il y a de moins en moins de plages de froid pour produire. Sur le terrain, ils voyaient que c'était de plus en plus galère d'enneiger certaines pistes, que les hivers de plus en plus mauvais étaient de plus en plus fréquents. Donc, ils ont fait appel à ClimSnow pour voir leur avenir climatique un peu plus précisément que ce qui était dans les projections existantes. Et c'est comme ça qu'ils ont amorcé les discussions, c'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre, difficilement tout de même, on peut le dire, les élus locaux. Donc, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs trajectoires, ça dépend de la situation, ça dépend d'où ça part. Il y a des endroits où il y a des collectifs citoyens qui se sont montés pour essayer de faire des choses. Ça marche pas toujours. Moi, je connais le cas de Céus dans les Hautes-Alpes, où un petit collectif citoyen a essayé de proposer une idée pour... D'ailleurs, le collectif s'appelait Idée de demain. Pour faire quelque chose de la station, ça n'a pas marché, mais c'est pas pour autant que l'histoire est finie. Il se passe encore des choses là-bas, ça a soulevé les discussions et on verra ce que ça donne. À d'autres endroits, il y a des collectifs qui se montent pour reprendre des petites stations qui ont été fermées. Je pense notamment en Chartreuse, où des choses se passent à plusieurs endroits. Donc une station qui était partie pour ne plus tourner du tout, on a un collectif de bénévoles locaux qui s'organisent pour la ouvrir. Alors là, on parle de petite échelle, c'est 1 ou 2 téléskis en général, c'est pas une grande station. Parce que c'est du bénévolat, donc c'est compliqué, il faut du monde. Et si l'État ou les collectivités locales voulaient aider un certain nombre de stations qui sont concernées par cette trajectoire-là à les amener dans le bon sens, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ça serait quoi une politique publique qui aille dans le bon sens en disant, voilà, on va vous aider à vous transformer, on va vous soutenir dans cette trajectoire-là, où est-ce qu'il faudrait investir? Ce que pourrait faire l'État, ce serait soit obliger les stations de ski à faire un plan d'adaptation à leur échelle ou un plan ou déclarer ce qu'elles veulent faire dans le futur en tenant compte du changement climatique ou d'ailleurs conditionner d'éventuelles aides et subventions à la mise en place d'un plan de transition. Je sais qu'il y aura des plans d'adaptation à l'échelle des massifs, c'est une demande de la loi climat et résilience, il me semble. Il y en a certains qui ont déjà été publiés, des fois dans les Pyrénées. On pourrait décliner ça à l'échelle des domaines en disant maintenant, vous expliquez qu'est-ce que vous allez faire face au changement climatique. En tout cas, si vous voulez faire de nouvelles infrastructures, si vous voulez faire de nouveaux développements, il me faut un plan clair et net, en s'appuyant par exemple sur des études ClimSnow et autres, de ce que vous comptez faire et comment vous comptez faire et comment le business model de votre domaine skiable va continuer à fonctionner dans un contexte d'enneigement qui se réduit, par exemple. Et alors, si on remet ça plutôt à l'échelle individuelle, quand on est fan de ski et qu'on a envie de faire du ski d'une manière qui ait le moins d'impact environnemental possible, est-ce qu'il y a une manière de le faire et comment on peut faire? On a dit tout à l'heure que c'était le transport qui était le principal émetteur, en tout cas en termes de si on se place du côté climat et gaz à effet de serre. Pour moi, ce qui est indispensable, c'est d'aller skier en station le plus décarboné possible, train, bus, etc. Chose que je fais pas tout le temps, honnêtement, parce que c'est compliqué de se déplacer en montagne de cette manière-là. Donc, si on peut et qu'on a les moyens, on se déplace de manière décarbonée au maximum. On essaie d'aller dans des logements qui mettent pas trop, voire qui mettent pas du tout. Et après, on fait tous les gestes habituels sur l'alimentation, etc. Mais personnellement, moi, quand je suis pas en montagne, je skie pas maintenant. C'est-à-dire que j'ai vécu ailleurs que la montagne pendant 1 an et demi, même plus, 2 ans. Et j'ai pas skié. Et là, je reskie à nouveau que parce que je suis de nouveau en montagne et que c'est pas très loin. Donc, je sais pas. Ah, ça, c'est très personnel après, mais ça fait pas vivre des mondes. Non, mais je pense par exemple à d'autres types d'impacts. Est-ce que faire du hors-piste, ça a des impacts sur la biodiversité ou est-ce qu'en fait, ça n'en a pas tant que ça? Est-ce qu'il y a d'autres types d'impacts environnementaux du fait simplement de skier ou est-ce que ça, c'est minuscule et c'est pas vraiment un sujet? C'est un sujet. Moi, à chaque fois, je vais en montagne, été comme hiver, et que je vois des animaux sauvages qui me voient et qui fuient, je suis toujours un petit peu mitigé parce qu'on est à la fois content de voir des animaux sauvages et en même temps, je sais qu'ils sont en train de fuir et que ça va les fatiguer. En particulier en hiver. Donc en hiver, si vraiment je voulais être cohérent, je ferais pas trop de rando de hors-piste et je me contenterais de rester sur les domaines skiables parce que c'est un endroit où on condense les gens, condense les impacts. Il n'y a pas d'animaux très peu à ces endroits-là parce qu'ils fuient, ils sont ailleurs. Mais par contre, sortir des pistes, aller en randonnée dans des endroits qui sont plus sauvages déjà, où on va voir des animaux mais on va les déranger plus, alors que l'hiver c'est le moment où il ne faut pas les déranger, pose question. Alors que c'est vrai qu'on a un peu cette image de, oui, le ski, ça devrait être du ski de randonnée, comme ça, il n'y a pas de remontée mécanique, tout ça. Mais finalement, le ski de randonnée, on a le même problème de transport, on va dans les mêmes parkings, et on met les pots, et on va faire après une chose similaire, et sauf qu'on disperse encore plus l'impact sur la biodiversité. Donc,
Je sais pas du tout, j'arrive pas à régler cette équation avec moi-même, comme dans beaucoup de choses en écologie. J'ai vraiment pas une bonne réponse sur ça. Quand on regarde les trajectoires climatiques et puis globalement le contexte, il y a quand même beaucoup de raisons de perdre espoir. Est-ce que vous, il y a quand même, vous avez quand même une ou des raisons d'espérer? Moi, ce qui me fait maintenir à flot sur le long terme dans ces questions écologiques et environnementales, c'est le fait de savoir qu'il y a de la marge pour pouvoir lutter, pour pouvoir faire changer les choses. On n'est pas dans une boucle de rétroaction vers le pire à laquelle on peut rien faire. Et ça, c'est après, on va passer beaucoup de temps dans les projections climatiques et les scénarios. Entre ça et le côté justice climatique, qui est le fait d'avoir conscience qu'on est parmi les populations les plus capables et les plus favorisées pour pouvoir agir, moi, je garde de la motivation, on va dire, sur le long terme. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, c'est sûr. Il faut passer par une grosse phase d'éco-anxiété, je pense, avant de pouvoir être sur cette espèce d'équilibre de long terme. Mais moi, je garde l'espoir, et pour les montagnes et pour le reste du monde. Enfin, je sais pas, l'espoir, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, je sais qu'on peut faire des choses pour éviter pire. Encore pendant longtemps, et ça se posera peut-être même toujours en fait en climat. Donc, Alors justement, je voudrais pas vous laisser repartir sans vous demander comment vous faites à un niveau plus personnel. Vous l'avez dit, vous faites encore du ski, mais vous avez aussi un peu changé vos pratiques de ski. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous avez changé votre manière de faire au fur et à mesure de votre travail sur la question climatique ? Oui, complètement. Moi, je suis devenu végétarien. J'ai arrêté progressivement de prendre l'avion, hormis quand je suis parti aux États-Unis pendant 1 an et demi, et c'est tout. Et je fais attention, je consomme très peu en général. Il me manque juste d'avoir assez de moyens pour avoir un véhicule électrique. Mais sinon, je fais un peu le panel du bon citoyen climatique, on va dire. Mais surtout, je l'oublie trop souvent parce qu'à chaque fois, on me pose la question et on pense aux gestes individuels. Mais moi, j'ai fait une reconversion, quoi, que je suis parti de l'industrie des sports d'hiver parce que je pouvais plus y rester. Et je suis allé vers le journalisme climatique d'abord et maintenant vers la recherche sur des sujets toujours liés à l'environnement, à minima. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire et c'est aussi ça qui est le plus dur. Et c'est dur d'avoir les moyens de faire ça à plusieurs niveaux. Mais c'est ça qu'il faut faire, ouais. Est-ce que il y a un livre, un film, une bande dessinée, une œuvre de fiction sur un peu tous les sujets dont on vient de parler qui vous a inspiré ou que vous aimeriez partager ? Oui, volontiers. Il y a un documentaire qui est facilement trouvable sur YouTube qui s'appelle « La dernière moisson » de Lucien de Patry. Et il raconte, c'est un reportage qui a été fait dans le village de Prapik, au fin fond de la vallée du Champsaur, qui est celle où j'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Donc ça date de 1979, ça a été filmé dans les années précédentes, je pense. Et on voit la vie du village de Prapik de l'automne à l'automne suivant, sur 1 an à peu près. Et ce village, il est intéressant parce qu'il est à vol d'oiseau, juste à côté d'Orsières-Narletz, qui est en train de se développer. C'est une station de ski qui est en train de devenir moyenne à grande, avec toute la jet-set urbaine qui monte, faire la fête et skier. Et le village, lui, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, il n'est pas relié à la station directement, il faut faire un bon détour pour y aller. Et il vit comme dans les années, franchement, comme au début du XXe siècle. Et ça rappelle un peu, je le regarde régulièrement, on va dire tous les 2 ou 3 ans, pour me rappeler, est-ce que c'était la vie en montagne avant ? Et ce dont on part, c'est cette espèce d'héritage qu'on a. On a un héritage de cette culture de vallée de montagne qui est toujours là et qui n'est pas perdue. On peut toujours arriver à revivre en montagne en utilisant les ressources locales. Et en même temps, on a l'héritage de la station de ski qui est à côté, qui est là, qui a développé la vallée d'une certaine manière et qu'on ne peut pas ignorer. Donc il faut tenir compte des deux. Est-ce que il y a dans ces discussions-là autour du ski ou de la montagne quelque chose qui vous énerve particulièrement, qui vous hérisse une expression ou une pratique où vous vous dites ça devrait plus être possible ? J'ai déjà emménagé en Suisse et ici, par exemple, l'héliski est encore autorisé. Ce qui est Pardon, mais je pense qu'il faut expliquer ce que c'est parce que la plupart des gens ne connaissent pas. L'héliski, c'est quand on se fait déposer au sommet de la montagne par un hélicoptère. Disclaimer, j'en ai fait une fois dans ma vie pour le travail quand j'étais journaliste dans le monde du ski au Canada. Et ça me tend un petit peu, mais spontanément en tout cas. Ça me hérisse souvent quand on se concentre sur des choses que je considère comme anecdotiques, alors qu'à côté, on ne dit rien de choses qui sont beaucoup plus problématiques. Et typiquement, en France, on a eu 2 fois des focus, je pense à ça parce qu'on parlait d'hélicoptères, mais des focus médiatiques et de l'outrance sur 2 stations de ski qui ont eu le malheur un jour de faire 3 rotations d'hélico pour emmener de la neige au front de neige. Et en même temps, on a comme je disais, plutôt des départements entiers qui sont des bouchons, mais samedi chassés croisés. En termes d'émissions, c'est un facteur 100 ou 1000 par rapport à ces petites stations. C'était des petites stations qui ont eu le malheur de louer un hélico pour pouvoir assurer 2 semaines de ski aux gens qui étaient là et qui en vivent. Du côté écolo, on a tendance à pas se jeter sur tout ce qui est symbolique, alors que des fois c'est anecdotique, en oubliant un peu ce qui se passe vraiment localement, quoi, les gens qui vivent de ça, qui ont grandi là, etc.
Merci Loïc Jacon. Merci à vous. J'ai appris plein de choses dans cette conversation avec Loïc Jacon. Je crois que la première chose que je retiens, c'est que j'avais une vision un peu caricaturale de la situation. Dans ma tête, le ski, c'était déjà fini et il fallait se dépêcher d'arrêter. Ce qu'explique Loïc Jacon, c'est plus nuancé que ça. Oui, toutes les stations qui ne sont pas à haute altitude vont être confrontées à de très gros problèmes d'enneigement et de modèle économique, ça, c'est certain. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ce que j'ai compris, c'est que l'enneigement diminue, mais en fait, c'est pas linéaire. On a globalement des hivers avec moins de neige et de froid, mais il y aura quand même quelques hivers froids et enneigés dans les années à venir. Par contre, ce qui manque, c'est une vraie transparence là-dessus, pour qu'on puisse avoir les résultats des modèles précis station par station, pour que les citoyennes et les citoyens, les entreprises, le monde de la recherche, les journalistes, tout le monde en fait, puissent en tirer des conclusions et agir dès maintenant. Certaines stations ont fait le choix de rendre ces résultats publics, ça montre bien que c'est possible, ça serait génial que tout le monde le fasse, et sinon, qu'on les pousse à le faire. Le deuxième point, c'est que c'est pas parce que c'est encore possible de continuer un peu que c'est souhaitable partout. Je comprends mieux avec cette conversation pourquoi le changement est si difficile, dans les zones dans lesquelles il n'y a pas d'alternative évidente à l'économie du ski. Il y a des emplois, des investissements, une culture de la montagne qui sont en jeu. Mais quand même, pour être capable de changer dans les 10 ou 15 prochaines années, il faut s'y prendre maintenant. Pas quand on sera en 2035 et qu'il sera trop tard. Pour y arriver, il faut le soutien de l'État, des collectivités locales, une mobilisation des habitantes et des habitants, des entreprises locales avec des trajectoires pour changer qui soient adaptées aux réalités de chacune des stations. C'est sûr que c'est pas facile, il y a des efforts importants à faire pour imaginer autre chose. Mais ça semble une raison de plus pour commencer ce processus dès maintenant. Parce que le risque, c'est que le ski, ça devienne la jungle. Des petites et moyennes stations qui meurent sans aide, des gens qui perdent leur boulot ou qui s'en vont, et d'un autre côté, des grosses stations qui attirent une clientèle plus aisée qui vient de l'autre bout du monde pour fêter le ski tant qu'il est encore là, en faisant une pratique encore plus inégalitaire qu'aujourd'hui. En fait, ça ferait encore moins de place pour des classes de neige, mais beaucoup plus de place pour la neige de classe. Je sais pas si on pourrait dire ça. Le troisième point qui me reste en tête, c'est que j'ai mieux compris le défi écologique pour les stations. Parce qu'il y a d'abord l'adaptation au changement climatique. Ça, je viens de le dire. Mais en même temps, il faut aussi émettre moins de gaz à effet de serre, travailler sur les déplacements des skieurs, pour pas qu'ils viennent en avion et en voiture, et le chauffage des bâtiments. Mais surtout, il faut inventer un ski avec moins d'impact sur l'environnement en général. Et là, le point que je retiens dans cette conversation, c'est l'artificialisation des sols. C'est là que l'impact est le plus durable et le plus continu. Ça veut dire, dans les choses qu'on peut faire tout de suite, il y a arrêter de construire de nouveaux logements, arrêter d'étendre les activités du ski. Ça peut être une priorité assez rapide. Zéro artificialisation, tout court, en montagne, dès maintenant. Là aussi, je ne dis pas que c'est facile, mais ça me semble une première étape à la fois importante et réaliste. Un dernier point qui me reste en tête, c'est la question des Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? D'un côté, je vois bien que tout ça risque de se passer dans des conditions dégradées, avec un risque d'investir beaucoup d'argent pour un truc qui soit pas terrible et qui mette plus de bâtiments et plus d'énergie dans le ski. D'un autre côté, j'imagine que pour un certain nombre de gens en montagne, c'est peut-être l'occasion d'avoir des moyens pour changer et d'engager quelque chose de nouveau. Sur ce point, comme sur tous les autres, je veux bien vos avis et vos témoignages de skieurs, d'habitantes de montagne ou simplement de citoyennes et de citoyens, comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave et réalisé par Amandine Robillard, qui a également composé la musique originale. J'en profite pour vous dire que Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site du Monde. Chaque mardi, je réponds à vos questions et je partage mes lectures et mes interrogations. Vous êtes déjà plus de 55 000 inscrits. Merci! Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de prendre des cours de ski ou à l'inverse de poser vos bâtons définitivement et de vous consacrer comme moi à la raclette. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et une assiette de ma'loubé, un plat libanais qu'on peut faire avec des aubergines et du riz agrémenté de chou-fleur, d'amandes grillées et de grenades. Tout ça à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris.
Si vous préférez parler, vous pouvez aussi me laisser un message vocal au 06 99 89 79 82 par WhatsApp, Signal ou Telegram. C'est bien le 06 99 89 79 82. J'ai eu un petit problème de téléphone, donc il y a une partie des messages qui ont disparu. Si vous m'avez laissé des messages en décembre, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Cette fois-ci, je pourrai les écouter. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Merci encore 1000 fois de votre écoute et de votre intérêt et bravo, franchement bravo d'être resté jusque-là.